On continue notre présentation de la Sydney Hobart, ça va partir dans quelques minutes, c'est 13h heure locale. Bon, je sais, ça fait 3h du matin en France, ça va être dur à suivre. Non, c'est peut-être 5h du matin, bon, je sais pas, enfin, je suis un peu perdu. On s'en fiche un petit peu d'ailleurs, ce sera pas en direct. Et en direct, on retrouve qui? Jimmy Parrain, un grand navigateur qui est avec moi. Incroyable de se retrouver là, qu'est-ce qui s'est passé là? Eh bien écoutez, j'en sais rien Philippe, on s'est retrouvé ce matin à 7h, donc je sais pas quelle heure il était à Paris, mais... Ouais. Et puis Philippe, Jimmy, qu'est-ce que tu fais là? Et puis voilà, et puis depuis on se quitte plus. Voilà, Jimmy, député de la République quand même, c'est un respect, mais surtout en ce qui concerne notre rendez-vous d'aujourd'hui, grand navigateur, grand skipper de la belle époque. Oui, enfin, la belle époque, celle d'aujourd'hui. C'est toujours quand t'as le balade des jours, on lui demande quelle est votre plus belle équipe de France, il dit celle d'aujourd'hui. Et il n'avait pas tort. Alors on raconte un peu cette course. Sydney Hobart, elle fait rêver beaucoup de marins. Alors les Européens connaissent mieux un autre terrain, mais c'est quoi cette course australienne? Ah, c'est le même terrain, c'est vraiment les courses anglo-saxonnes en excellence, quoi. Il y en a deux, il y en a trois même, hein, parce que il y a ce qu'on appelait le New York les Bermudes, la Bermuda Cup. Je crois que c'était une course très connue aussi et très courue, le Fastnet. Et ici, tous les ans en revanche, la Sydney Hobart. Parce que le Fastnet c'est une fois tous les 2 ans et c'est un parcours difficile parce que il rejoint donc Sydney à la Tasmanie et la Tasmanie avec le passage de ce qu'on appelle le fameux détroit de Bass qui est pas toujours un endroit facile à naviguer. Oui, évidemment, si ça marche bien cette course, si c'est dans la légende, c'est qu'elle est très difficile et qu'il y a des grosses difficultés, notamment effectivement le détroit de Bass qui est entre l'Australie et la Tasmanie qui est au sud. Et alors pour Jimmy, qui fait pas la course, hein, on trahit un secret? Non, on trahit rien du tout. Non. La vérité, toute la vérité. Bon voilà, parce que Jimmy va rejoindre une mission en fait en Antarctique. On est sur le chemin de l'Antarctique ici, on croirait pas. Bah si, parce On que est en plein été. Le navire français qui fait le ravitaillement de la base du Mont d'Urville, qui s'appelle l'Astrolabe 2 et qui est affrété par la marine, part systématiquement de Hobart. Donc je devais être à Hobart pour le 29 décembre. Je serais idiot de ne pas venir 2 jours avant pour voir le départ de cette course. Il y a cette ambiance évidemment cette ambiance d'avant-course qui est toujours assez géniale. Jusqu'à la dernière seconde, on est là sur le deck à visiter bateau après bateau. Tu vas nous présenter quelques amis parce qu'il y a des Français incroyables. Hein. Oui, il y a des Français et pas n'importe lesquels, des Français un peu de légende. Parce on va que les découvrir. C'est une course qui a réussi aux Français d'abord. Tabarly, voilà, Tabarly en 67. Et puis là, il y a un bateau qui s'appelle Comanche, qui est le grand favori, je crois, en temps réel de l'épreuve. Il y en a quelques-uns et qui est dessiné par des architectes français, qui est le fameux cabinet des PLP, qui est le grand cabinet des Hitchcock et des bateaux de la Coupe américaine. Bah pour l'instant, on va aller voir le bateau Lenny, parce qu'il y a quelques amis français de Jimmy. On continue de rôder sur les quais de la Sydney Hobart avant le départ. C'est les derniers préparatifs et on fait des rencontres. Quelle drôle de rencontre, quelle belle rencontre Philippe, parce que à ma droite là, c'est juste Pierre Foll'Enfant, quoi, tu vois. On a eu Tabarly dans les années 60, on a eu Pierre Foll'Enfant dans les années 80. Alors Pierre Foll'Enfant, qu'est-ce que vous faites là alors? Ah ben c'est un hasard. En fait, mon ami Charles Devano a affrété ce bateau depuis Los Angeles. On a fait la Transpacifique en juin avec ce bateau, mi-juin. Ensuite, on a convoyé le bateau de Honolulu à Sydney. Ouais, c'est rien ça, c'est Une 10 minutes. une petite balade en passant par les Fidji, Nouméa. Combien de jours? Juste 29 jours de mer en tout. Et puis là, on est là et on fait cette course qui est quand même une course mythique que j'avais envie de faire, que j'ai jamais fait. Alors justement, ça représente quoi Sydney Hobart pour les marins que vous êtes, mais habitués plutôt aux courses européennes évidemment, ou voire américaines? Bah, disons, c'est l'équivalent du Fastnet que tous les Européens connaissent bien et c'est une course intéressante, technique et où on risque d'avoir un petit peu de vent. Ouais. Et d'ailleurs Jimmy, c'est... Non, hein, Jimmy tu la fais pas Jimmy. Il prend l'avion demain pour Hobart, parce qu'en fait moi je suis là un peu par hasard. Je suis là en transit parce que je pars en mission 1 mois en Antarctique. Mais je m'étais dit que c'est quand même idiot de passer par Sydney et de pas assister au départ de Sydney Hobart.
Et puis de fil en aiguille, bah, j'ai retrouvé Pierre, j'ai retrouvé l'équipage, j'ai retrouvé d'autres copains. Et donc hier, on a passé un super journée de Noël en bras de chemise, ce qui est très rare chez nous. Et puis voilà, comme disait Pierre, c'est une course difficile, quoi. C'est une course qui a eu des moments très difficiles. Oui, il y a eu des morts en 98 notamment. Voilà, il y a eu vraiment plusieurs fois, quoi. Il y a plusieurs éditions difficiles. Et puis, bah, je crois que la sécurité est très importante, hein, c'est ça. Je crois que le contrôle de sécurité est très important. Passer les contrôles de sécurité, ils sont draconiens. Et vraiment, ils vont très très loin. On rappelle rapidement que vous avez navigué 2-3 fois dans votre vie quand même, un petit palmarès. Allez, Pierre. Pierre, oui, moi je vais le faire pour lui, moi. Pierre, je vais le faire pour lui. D'abord, ça a été un grand champion de dériveur, comme tous ses frères, comme toute la famille Folenfant, qui était vraiment la famille du 4-7. Pierre naviguait plutôt déjà en solitaire. Puis Pierre a fait beaucoup de solitaire du Figaro. Et puis a fait partie de la grande épopée de Charente-Maritime, du catamaran. Vainqueur, on en parlait hier, vainqueur de la Transat en double 83. Lui n'avait pas gagné la Bolle Dakar parce qu'il travaillait, mais voilà, il fait quand même un palmarès superbe. Et puis de la grande époque rochelaise en course au large. Et alors, la Rochelle de l'Orléans aussi. Alors Pierre, ça va être dur, tu vas être obligé de faire l'inverse, donner le palmarès de Jimmy, mais tu te rappelles plus, c'est ça? Jimmy, il était dans toutes les courses, il a gagné toutes les courses. Donc, et des Ski West. Voilà. On a passé 3-4 ans l'un contre l'autre à régater et pas forcément à bien s'entendre à la fin des années 90. Bon, et maintenant, après, Jimmy... il y a eu une petite suite Vendée Globe, donc le premier Vendée Globe, 89. Ah ouais. Donc là, c'est de la vraie traversée. C'était une belle traversée. Avec la légende raconte, avec un bateau qui perce un de ses safrans, ou la moitié d'un de ses safrans, dès le 2e ou 3e jour de course. Je crois que Pierre avait un bateau fantastique et il fait une très belle course, parce qu'il fait quand même 5e donc de ce jour des globes, gagné par Titouan Lamazou en 90. Et puis il y a un des deux quand même a mal vieilli, hein. Il y en a un qui est en mer sur la Sénéobart et l'autre il est député de la République. Jimmy pas un, bon voilà, ça arrive, hein, des gens très bien, hein. Ça peut arriver. Pierre me connaît bien. Une erreur d'aiguillage. Oui, Pierre me connaît bien et c'est une très belle reconversion. Merci les gars, on continue notre tour des docks. Voilà, et puis sur le quai, c'est aussi l'heure des adieux avant le départ. Mais on se retrouvera à Hobart. Dans 3 jours, c'est l'arrivée à Hobart. Et de toute façon, on va vous faire vivre la course, évidemment. Quoi, chérie? See you in Hobart. Voilà, il est l'heure de finir ce tour des quais avant le départ de la Sydney Hobart. On est toujours bien sûr avec Jimmy, puis il nous présente un dernier bateau. Alors c'est un bateau hyper professionnel là, hein. Il n'y a pas d'amateur. Ça c'est un des grands favoris de la course. D'abord c'est le vainqueur du Fastnet, donc il est venu ici chercher un petit peu le Grand Chelem. Je crois que jamais, dans ma connaissance, j'en sais rien, un bateau a gagné et à la fois le Fastnet et la Sydney Hobart dans la même année. C'est ce que vient chercher Caro, qui est un très beau bateau. Déjà, il faut des gros moyens, parce qu'il faut transporter le bateau en cargo. Il n'a pas fait la traversée. Oui, enfin, vous savez, on dit souvent le bateau, c'est le meilleur moyen tu sais comment on devient millionnaire en bateau? Il faut être milliardaire au départ. Et voilà, c'est tout. C'est le secret. Bon, en tout cas, c'est drôle de finir par ça, parce qu'il y a aussi plein d'images qu'on a vues sur les quais, et notamment ces 2 vieilles dames. Vous avez quelques images de ces 2 vieilles dames qui vont faire également la Sydney Hobart, qui vont peut-être arriver genre le 31 à minuit, alors que Caro il va arriver le 28, hein, donc il y a un petit écart, quoi, hein, et l'un va mettre 2 jours, l'autre les autres. Teasing Machine qu'on a vu, qui a un peu le même bateau, il disait le 29 au matin. Ouais, mais peut-être cela 28, on verra. Et les vieilles dames vont arriver le 31, peut-être le 1er, peut-être le 2. Un grand merci à Jimmy pour nous avoir fait vivre donc jusqu'au dernier moment ces quais et ces dernières scènes avant la Sydney Hobart. Et puis maintenant je crois que je suis équipé pour la suite pour vous faire vivre cette Sydney Hobart étape par étape, et ça va commencer tout à l'heure par le départ.